Bonjour les amis, bienvenue dans ce JT du grenier où normalement je vais essayer de bien me centrer cette fois, j'ai réglé l'autofocus. Et oui, j'ai le plaisir de vous retrouver parce que ce soir c'est les élections européennes et donc le shadow banning, c'est-à-dire le fait non pas de censurer mais de ne pas montrer, etc. certains sites, chaînes et que sais-je, eh bien va prendre fin et donc on va enfin pouvoir rediscuter entre nous, n'aimant pas travailler pour rien et prêcher dans le désert. J'ai laissé passer ce moment où de toute façon on ne vous laisse pas vous exprimer. Alors on va parler de l'inflation cette semaine, c'était de ça dont je voulais vous parler, revenir sur le fait, et si c'était une bonne nouvelle pour votre patrimoine, vous allez voir, c'est surprenant, ça peut paraître provoquant, et pourtant j'ai une petite démonstration à partager avec vous, puisque vous savez qu'ici, je n'assène pas de vérité, je ne suis pas en train de vous dire c'est ça qu'il faut penser, ou c'est comme ça qu'il faut penser, simplement je partage avec vous des réflexions, des raisonnements, des démonstrations, pour vous alimenter et vous permettre de forger votre propre opinion grâce à de l'information libre et non faussée. Allez, suivez-moi les copains, les petites marmottes de la sagesse, les petits singes de la sagesse et moi-même, on est très heureux de vous retrouver. Et alors oui, l'inflation, elle est mauvaise pour vos courses, pour le panier de la ménagère, ça je pense qu'on est tous d'accord. On ne peut pas ne pas avoir vu, si on fait ses courses, que le prix du caddie, il a explosé ces dernières années, et pourtant, elle est quand même bien bonne pour les patrimoines. C'est ça qui est surprenant. Et vous allez voir, les Français s'en sortent pas si mal, parce que contrairement à leurs dirigeants, les Français sont d'excellents gestionnaires. Et oui, alors... l'inflation actuelle est-elle si grave? C'était ce que je vous disais, la question elle peut sembler provocante évidemment, et pourtant derrière cette question qui peut sembler provocante, il y a un vrai constat, un double constat, sur un différentiel d'inflation en termes de conséquences par rapport à sa catégorie socio-professionnelle, et puis évidemment l'inflation c'est aussi relatif, c'est relatif par rapport à ce qui monte et par rapport à ce qui baisse, et vous allez voir, ça mérite évidemment d'être nuancé, d'être mis en perspective pour bien comprendre ce qui se passe. L'inflation actuelle a donc des effets très différents en fonction de vos CSP, c'est le différentiel dont je vous parlais, et l'inflation actuelle est très relative en fonction des actifs concernés, et du moment, puisque si on prend l'exemple de votre paquet de nouilles, vous allez voir qu'il augmente, mais si on prend l'exemple de votre bien immobilier, vous allez voir qu'il baisse. Et alors, la baisse de l'immobilier exprimée en hausse de paquet de nouilles, eh ben, c'est ça qu'on va étudier ensemble. La baisse de l'immobilier exprimée en hausse de paquet de nouilles. Vous allez me dire, c'est des choux et des carottes. Eh ben non, parce qu'au final, c'est votre argent. Et votre argent, il sort de la même poche, la vôtre. Et donc, l'inflation actuelle est un facteur potentiel important d'enrichissement potentiel. Je crois que j'ai une légère répétition. Explication, démonstration, on y va! Ah, mon indice coquillette. Et oui, vous ne le savez pas, j'aime les raviolis, mais j'aime aussi beaucoup les coquillettes, surtout quand on a des ados à la maison, parce que il n'y a pas de paquet de coquillettes qui ne puisse arriver à la satiété des ados de la maison. Donc, quand on a une horde de gosses affamés, la coquillette qu'on laisse tremper et cuire un petit peu plus longtemps que de raison, c'est fort nourrissant si vous les faites bien gonfler. Et donc jusqu'en 2019, on pouvait trouver un paquet de coquillettes à moins de 50 centimes. Alors c'était 30, 40, 45, 47 centimes, mais on était sous les 50 centimes en marque de distributeur. Je ne vous parle pas des grandes marques, mais en marque de distributeur, on pouvait trouver de la coquillette vraiment pas chère, à moins de 50 centimes. On va se prendre de manière arbitraire le montant de 50 centimes. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des coquillettes en entrée de gamme à moins de 75 centimes. Donc, bon, en gros, c'est 50% d'augmentation. Si on passe de 50 à 75 centimes, donc mon paquet de coquillettes me coûte 25 centimes de plus paquet. Si je mange un paquet par jour de coquillettes en moyenne, sur 30 jours, cela m'occasionne un surcoût de 7,50 €, non pas par an, mais par mois. D'accord, c'est 7,50 € par mois.
bon, ben 7,50 € par mois, vous allez voir que ça peut sembler beaucoup, mais évidemment, cela est relatif, notamment très relatif parce que rien que la dernière hausse du SMIC en janvier 2024, eh ben, c'est une hausse de 19,72 € par mois brut, mais ça couvre largement les 7,50 € de surcoût de la coquillette. Donc en réalité, et le SMIC a largement progressé, puisqu'il a progressé de presque 14-15% en réalité, ouais, on est même à 15, 16, 17, 18% peut-être depuis 2019. Donc on a eu une véritable augmentation du SMIC qui s'est quand même en très grande partie indexée sur l'inflation. Donc on a eu un rattrapage du SMIC significatif. Donc globalement, les 7,50 €, ils ont été absorbés. Le problème, évidemment, c'est pas les coquillettes, c'est tout le reste. Parce que quand on est au SMIC, le poids du carburant a été bien plus important que le poids de la hausse de la coquillette, même si on avait 50% d'augmentation sur l'alimentaire. Donc en réalité, c'est très symbolique l'alimentaire, parce que ça touche à ce que l'on mange, au fait de se nourrir, c'est un besoin primaire, c'est une peur ancestrale que de manquer et d'avoir faim, c'est un marqueur de pauvreté, de difficulté, donc évidemment l'alimentation est extrêmement symbolique, en dehors même du fait que ça augmente réellement, mais c'est une augmentation qui a une portée symbolique bien plus grande que les prix du carburant, bien plus grande que l'augmentation de votre forfait téléphonique ou de votre mutuelle, qui pourtant augmente. Et quand on met toutes les augmentations, en revanche, mises bout à bout, qui touchent les gens au SMIC, bien entendu, là, on a un problème d'augmentation du coût de la vie. Mais pas quand on raisonne uniquement sur le panier et le caddie de course, même si encore une fois c'est extrêmement symbolique et donc en ressenti c'est bien plus fort que ça ne l'est réellement, même en statistique et même en montant absolu quand on vient rationaliser la hausse du paquet de nouilles. Plus vos revenus s'éloignent du SMIC, bien évidemment, et moins vous êtes sensible à l'inflation, c'est hyper logique, plus je gagne, moins la hausse de 7,50 € de mes 30 paquets de nouilles du mois est significative évidemment dans mes revenus et dans mon budget quotidien. Donc on est bien d'accord, plus on est proche du SMIC, plus on est sensible à l'inflation, plus on s'éloigne du SMIC, moins on est sensible à l'inflation. J'enfonce une porte ouverte, je pense que c'est hyper logique pour tout le monde. La croissance américaine, source d'inquiétude. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Là, on en est sur la composition des ménages français. Donc, c'est le copier-coller de la semaine dernière, enfin, il y a 3 semaines, les amis. 73% des ménages en France sont des familles ou des couples. C'est hyper important parce que d'abord, contrairement à ce qu'on croit, les familles monoparentales, c'est que 10% des ménages. D'accord? Donc c'est extrêmement peu en réalité. Alors quand bien même ça augmente beaucoup, c'est quand même extrêmement peu. Les familles recomposées, les couples sans enfants et les couples avec enfants, c'est-à-dire des familles, hein, je veux dire, quand on est un couple même sans enfants, on est une famille. Quand on est un couple avec enfants, on est une famille. Quand on est une famille recomposée, là en l'occurrence il y a a priori des enfants, on est une famille aussi. Bref, on est des ménages, au sens pas une seule personne. Et donc, on se retrouve avec 73% des ménages en France qui sont des familles ou des couples. En dehors des familles monoparentales qui sont extrêmement fragiles, parce que ça veut dire en général qu'un seul salaire plus des enfants, donc de fortes dépenses, un immobilier qui est censé être plus grand parce qu'il y a des enfants, etc., etc. Donc effectivement, on a une vraie fragilité sur les familles monoparentales quand on analyse ça d'un point de vue économique et sociologique. Autant pour les autres ménages, dès qu'il y a de revenus, de salaires, etc., on a une résilience relativement importante face à l'inflation des prix, et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, on ne peut que s'en réjouir. Tenez, regardez, les dépenses contraintes moyennes des Français, elles sont même en légère diminution cette année, depuis mars 2023. On parle de moins 62 € de dépenses contraintes. Alors, on a une légère baisse sur le loyer ou le crédit immobilier. On était à 680, on est à 642. Sur le carburant, les carburants ont baissé, on était à 132, on est à 119. Et les crédits à la consommation, eh bien évidemment, les Français, ils serrent la vis. Et donc, on était à 185
par mois en moyenne de crédit à la conso et on passe à 162. Donc là aussi, il y a une diminution. En revanche, là où ça augmente assez significativement, c'est les abonnements de loisirs qui ne sont pas considérés dans les paniers de l'INSEE comme une dépense contrainte, et parce que c'est un peu nouveau, mais ça va finir par l'être. Regardez, c'est 127 € par mois d'abonnement, les Netflix, les machins, les trucs, pour les personnes seules, et c'est seulement 91 € par mois chez les couples avec 2 enfants. Donc vous voyez, il y a des vrais arbitrages qui sont faits. Petite chose intéressante sur les prix donc l'inflation reflue, vous en avez entendu parler. Comme l'inflation reflue, eh bien vous avez même la Banque Centrale Européenne qui baisse les taux. Mais je voulais vous parler des prix d'énergie, le carburant. Les prix ont baissé, vous avez tous pu le constater à la pompe par rapport au plus haut qu'on attend. On est à plus de 2 €, on est largement à moins aujourd'hui. Peut trouver à moins d'1,60 €, mais on va dire qu'on est à moins d'1,70 €, d'1,80 €, donc on est vraiment sur une baisse qui est significative. En pourcentage, c'est 20%, 20-30% de baisse. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que si vous êtes à l'électricité ou au gaz, vous avez reçu des papiers d'EDF, de GDF, etc., vous disant que pour votre bien, le prix du gaz et le prix de l'électricité allaient augmenter là, maintenant, tout de suite, de 10%, 12%, 15%, je sais pas, enfin bon, la hausse est très significative. En revanche, donc là ça augmente, en revanche, si vous vous chauffez avec des granulés, des pellets pour votre poêle à granulés, eh bien c'est en très forte baisse. Aujourd'hui on trouve des sacs de granulés en promotion à 4,90 € alors qu'on était à 15 € il y a 2 ans. Le fioul domestique est en forte baisse, alors que l'État vous dit de ne pas prendre de fioul domestique, qu'il faut que vous mettiez des bonnes chaudières qui font moins de CO2, blablabla. Eh bien, en réalité, le fioul domestique, aujourd'hui, bénéficie des baisses quand il y a des baisses de cours de l'énergie, alors que sur les énergies que l'État nous incite à déployer, électricité et gaz, eh bien, nous sommes sur des hausses systématiques, quoi qu'il se passe, sur le marché de l'énergie. En ce dernier jour d'élection européenne, je ne dirai rien, mais je n'en pense pas moins. Vous voyez bien le problème et vous voyez bien aussi que là où l'État vous dit d'aller, il ne faut pas forcément y mettre les pieds. Alors ça c'est les proverbes, vous vous souvenez, pour les vieux comme moi, c'était les proverbes d'Alain Gillot-Pétré qui avait toujours des petites maximes très rigolotes et fort sympathiques. Et bien là c'est pareil, là où le gouvernement vous dit d'aller, il ne faut pas y mettre les pieds. Ça c'est la petite maxime de Charles Gillot-Pétré, n'est-ce pas? Et voilà, soyez prudents quand on vous dit d'aller à droite, considérez parfois quand même vraiment le fait d'aller à gauche et inversement. Regardez, un truc très intéressant, c'est la capacité moyenne d'épargne qui est très 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 importante. Donc avant Covid, on alternait entre 13 et 14%, d'accord? Et puis arrivent les années Covid confinement, 2020-2021, 20% de capacité d'épargne, 19% de capacité d'épargne, c'est considérable. Les Français ont mis de côté en moyenne 20% de leurs revenus. C'est en France et nulle part ailleurs que ça se passe. Alors là, pendant les années Covid, eh bien évidemment, ça a été un mouvement international, puisque dans tous les pays où il y a eu des confinements, globalement les salaires des gens ont été maintenus pour des raisons sociales, il y a eu des aides, etc., y compris aux États-Unis, mais les gens ne pouvaient pas sortir, ils étaient confinés, donc ils ne pouvaient pas dépenser. Donc vous vous souvenez de tout ça. Donc évidemment, on est sorti du Covid, on avait des sous, donc il y avait de la demande était solvable, donc tout ça, ça a alimenté évidemment la reprise et l'inflation. Mais regardez, on reste à 16, presque 17%, hein. Donc 2022, 16,8% d'épargne, 2023, 16,9% de taux d'épargne, ça augmente. Ces taux d'épargne-là, on va les retrouver dans l'histoire économique de France à une période bien particulière, et c'est passionnant que je vous dise quand, mais avant, sachez que le fait qu'on ait une capacité d'épargne importante, le fait qu'on ait économisé beaucoup pendant les 2 années Covid, et ben ça a permis de rendre supportable en moyenne, hein, attention j'insiste, je vous parle en moyenne, il y a évidemment plein de situations personnelles et individuelles qui peuvent être très difficiles, mais en moyenne, la capacité d'épargne et l'argent mis de côté pendant le Covid a permis à énormément de ménages en France de supporter les surcoûts de l'inflation.
que nous venons de vivre ces 2 dernières années, et qui a été une inflation très violente, puisqu'évidemment à 2 chiffres, à plus de 2 chiffres, enfin pas à 3 chiffres, mais 2 chiffres très importants. On a vu du 20, 25, 30% sur plein de produits alimentaires par exemple, ou évidemment sur les prix d'énergie. Donc quand est-ce que on a retrouvé des taux similaires? Regardez, dans les années 70-80, d'accord? Voilà. Et bien là, on avait des années d'inflation très fortes, c'était les chocs pétroliers, on laissait filer aussi la monnaie, et donc ce sont des taux 16,2 en 1982, 15,6 en 83, 14,2 en 84, le taux d'épargne des ménages va progressivement baisser au fur et à mesure que l'inflation baisse. On peut en déduire une chose, plus l'inflation est forte, plus les Français épargnent. C'est extraordinaire. Plus l'inflation est forte, plus les Français épargnent. C'est hyper contre-intuitif, puisqu'on pourrait penser qu'au contraire, quand il y a de l'inflation, eh bien on ne met pas de côté, il vaut mieux dépenser, et puis que de toute façon, on n'a pas de marge de manœuvre, donc on n'a pas assez d'argent, il faut bien suivre les prix. Eh bien non, les Français, encore une fois, sont d'excellents gestionnaires, ils ont une vraie capacité à se serrer la ceinture, on n'est pas des Américains, on n'a pas besoin de surconsommer autant, et donc on a l'un des plus forts taux d'épargne de la planète. C'est ce qui explique aussi la résilience de l'économie française et notre solidité en tant qu'emprunteur, puisqu'en fait les Français épargnent beaucoup, ça permet d'asseoir notre note. Si les dépenses montent, les prix des actifs baissent, eux par contre, dans certains cas, et c'est ça qui est intéressant aussi d'évoquer aujourd'hui. Regardez, ici c'est les prix de l'immobilier en baissant depuis 2014. Bon, globalement, là on est à Paris, 135 en base au plus haut 2020, et on est aujourd'hui à quelque chose comme 120, donc on a perdu 15, c'est considérable, on est à plus de 10% de baisse par rapport à nos plus hauts sur les prix de l'immobilier. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, décidément, j'ai laissé mes titres là-haut. La même quantité de monnaie permet d'acheter moins de paquets de nouilles et de coquillettes en 2024, mais plus de mètres carrés d'immobilier en 2024 qu'en 2019. Donc, c'est ça le paradoxe qui est très important en termes de gestion patrimoniale, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si le prix des coquillettes augmente de 50%, le prix de l'immobilier, lui, est en baisse de plus de 10%, votre pouvoir d'achat en coquillettes diminue, mais votre pouvoir d'achat exprimé en immobilier, lui, il augmente. L'inflation est donc toujours relative, et donc l'inflation ne doit pas tout vous faire voir de manière négative. Tout va dépendre vraiment de ce que vous souhaitez faire et de votre situation individuelle et personnelle. Il n'y a pas le pouvoir d'achat, mais des pouvoir d'achat. Et ça, c'est hyper important. Le pouvoir d'achat alimentaire, lui, diminue, parce que les prix montent, on a tous constaté. Le pouvoir d'achat immobilier, lui, il augmente, parce que les prix immobiliers baissent, on l'a tous constaté. Le pouvoir d'achat obligataire augmente, si j'achète des obligations, puisque les cours des obligations ont beaucoup baissé, même si là, avec la baisse des taux, ils vont commencer à remonter, elles vont commencer à remonter un petit peu, les cours des obligataires vont remonter un petit peu. Le pouvoir d'achat des SCPI, lui, il augmente, on peut acheter plus de SCPI aujourd'hui, puisque le prix des parts des SCPI ont fortement baissé en raison de la chute notamment de l'immobilier de commerce. Le pouvoir de l'achat en bourse, lui, il baisse, puisque les cours des actions montent, donc j'achète moins d'actions. Aujourd'hui, mon argent me permet d'acheter moins d'actions, et c'est normal, puisque les actions, en fait, protège de l'inflation. Ça, c'est quelque chose que j'explique dans un dossier dont je vous parlerai tout à l'heure. L'inflation est donc relative en termes de gestion patrimoniale. Il faut savoir faire des arbitrages entre son cash et les différentes classes d'actifs. Voilà, qui est absolument passionnant. Et donc, dans certains cas, l'inflation est une excellente nouvelle. Et c'est notamment le cas pour ceux qui vont
vouloir acheter, soit 100 000 euros placés à 4%, ça me fait 4 000 euros de plus à la fin de l'année 2024, grâce à des taux qui sont plus élevés, même s'ils commencent à rebaisser un petit peu. Les taux élevés font baisser les prix de l'immobilier de plus de 10%, mais à certains endroits, en Côte d'Or, on est à moins 21%. Soit une maison qui valait 200 000 euros et qui n'en vaudrait plus que 180 000, soit une économie de 20 000 euros, plus les 4 KE gagnés sur ces sous placés, eh bien, on a une hausse de pouvoir d'achat de 24 000 euros en un an. Rapportons les 24 000 euros aux 25 centimes de hausse de paquet de nouilles et de la coquillette, même si ça représente 50% de hausse de la coquillette, ça, les 24 000 euros de hausse de pouvoir d'achat que j'obtiens pour acheter de l'immobilier, exprimés en paquet de nouilles en termes relatifs, pour cette histoire de 25 centimes, eh bien ça me fait 96 000 fois 25 centimes, donc 96 000 paquets de nouilles au nouveau tarif du paquet de nouilles, soit 266 ans de consommation de coquillettes. Vous avez compris qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'évolution du paquet de coquillettes avec les prix de l'immobilier, puisqu'en réalité, en termes patrimonial, ce qui va être significatif, c'est pas votre consommation de coquillettes, ça va être votre consommation de mètres carrés immobiliers, donc le prix auquel vous allez acheter votre résidence principale, par exemple. Conclusion, l'inflation est une excellente affaire si on raisonne pouvoir d'achat immobilier relativement, comparativement au pouvoir d'achat alimentaire. Conclusion numéro 2, évidemment, plus on est aisé, plus l'inflation actuelle est en réalité bénéfique pour la constitution d'un patrimoine. On va pouvoir emprunter même avec des taux élevés, profiter des prix qui sont plutôt en baisse, par exemple, et puis renégocier son crédit quand les taux auront suffisamment baissé pour en plus gagner là-dessus. Conclusion. Il y a un vrai différentiel entre les riches, entre guillemets, d'accord, encore une fois, quand on gagne 2 ou 3 fois le SMIC, on n'est pas riche, on vit convenablement, on peut même être un petit bourgeois, on peut même vivre de manière aisée, mais on n'est pas riche quand on gagne 5 ou 6 000 euros par mois. On est effectivement bien, mais un riche, c'est bien plus que ça, évidemment. Et les pauvres, ou les CSP+, et les CSP-, les effets de l'inflation sont très relatifs en fonction des actifs, et le taux d'épargne des Français est en très nette hausse, comme à chaque période d'inflation. Ils mettent les freins sur tout, ils arrêtent leurs dépenses sur tout, ils arbitrent au maximum, et tac, ils mettent vraiment là, ils sortent comme ça, là, et ils sortent les griffes, ils s'accrochent et ils font le gros dos et ils réagissent extrêmement vite dans leur prise de décision. Dossier du mois dont je voulais vous parler, donc j'avais évoqué un petit peu les actions qui sont un actif anti-inflation aussi, et c'est aussi pour ça que les actions montent. Vous allez trouver dans vos espaces lecteurs, ça y est, le dossier du mois de mai, j'étais un tout petit peu en retard, mais enfin on n'est que début juin, ça va. La stratégie ultime pour gagner en bourse, c'est assez simple. Les cours sont au plus haut, portés par la tech et l'inflation. Comment investir en bourse aujourd'hui, comme hier et comme demain? Eh bien, il y a une stratégie extrêmement simple pour maximiser le rendement, ce qu'on appelle le couple rendement-risque. C'est l'intérêt d'une stratégie indicielle basée sur des ETF qui sont pas chers et qui vous évitent d'engraisser des gérants de fonds qui généralement font moins bien que les indices, l'intérêt du PEA pour la fiscalité, l'intérêt de la stratégie d'achat programmée. Bref, 30 pages où je vous explique cette stratégie qui est d'une efficacité redoutable pour commencer et initier tout simplement une capitalisation boursière à des fins patrimoniales. L'intérêt, c'est qu'on peut y aller dans le PEA et avec des ETF pour 30 euros, 40 euros, 50 euros par mois. Donc vous pouvez vraiment mettre et y mettre uniquement, s'il vous plaît, l'argent dont on n'a pas besoin pour le ménage. On ne joue pas en bourse les sous de la maison, on ne joue pas en bourse les sous pour réparer le chauffe-eau et on ne joue pas en bourse les sous évidemment pour acheter la voiture pour monsieur, pour madame, pour la famille ou pour l'enfant qui va avoir besoin de travailler, que sais-je. Donc évidemment, on ne met en bourse que des sommes que l'on peut immobiliser sur le long terme. Mais vous allez voir, il y a vraiment des choses passionnantes à faire qui fonctionnent, qui marchent. Il n'y a rien de magique là-dedans. Vous verrez, c'est qu'une démonstration qui, je pense, vous convaincra évidemment très rapidement, tellement c'est
logique. Et quand on s'y prend comme ça et qu'on lisse et qu'on moyenne son prix d'achat, qu'on fait du lissage moyen pondéré, qu'on achète des ETF indiciels, etc., eh bien évidemment, on maximise complètement le couple rendement-risque, surtout, encore une fois, en y allant avec des sommes complètement limitées. Ce qui est très important quand on veut placer en bourse, et c'est ce que je vous explique évidemment dans ce dossier, mais encore une fois, je vous démontre tout ça. Ce qui est très important quand on veut se mettre à la bourse et au marché financier, c'est la constance de la stratégie. Voilà. Donc il faut une stratégie simple que vous allez pouvoir suivre pendant des décennies, pas 2, 3, 4 ans, pendant des décennies. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire sur 10, 15, 20, 30 ans pour que, évidemment, on déclenche l'effet cumulé, qu'on opte pour des fonds dividendes réinvestis, etc., etc. Bref, tout ça, je vous l'explique avec une sélection d'ETF, de marchés, l'explication sur le fonctionnement du PEA, bref, tout comment qu'on peut faire, eh bien, je vous l'explique dans ce dossier qui est dans vos espaces lecteurs. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Cette présentation, vous la retrouvez directement sur le site Insolentiae dans vos espaces lecteurs pour ceux qui sont abonnés à la Let's Stratégie. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, à partager et puis on se retrouve la semaine prochaine, puisque maintenant je peux à nouveau vous reparler et je pense que vous devriez retrouver cette vidéo dans vos fils pour ceux qui sont abonnés, donc activez les cloches, les notifications, etc. Merci les amis, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Salut.